Bonjour à tous. Dans cet intitulé générique du monde dans tous ses états, sur lesquels se penchent les 11e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, nous avons ce matin la charge d'écrire collectivement la page du chapitre, le chapitre de l'État défaillant. Alors le terme de défaillance entre en résonance avec l'actualité économique de l'Europe en particulier, mais ce n'est pas tant de la défaillance financière éventuelle d'États hypertrophiés ou mal gérés que nous parlerons ici, que des États défaillants dans leur mission même d'État, soit qu'ils soient dans l'incapacité de les assumer pour des raisons géopolitiques ou historiques données, soit qu'ils en soient volontairement émancipés pour se donner par exemple des atouts déloyaux ou en tout cas des atouts concurrentiels dans la compétition internationale, avec bien sûr les défis que ça présente dans les deux cas pour les relations internationales, pour les échanges commerciaux et bien sûr pour les populations concernées. Je n'en dis pas plus pour l'instant, puisque notre débat sera plus précisément cadré dans quelques instants par André Cartapanis, qui est professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, membre du Cercle des économistes, notre hôte en quelque sorte ce matin. Et puis je vous présente pour commencer l'ensemble de nos intervenants, de la gauche vers la droite pour vous, Martin Hirsch, qui s'est fait connaître comme président d'Emmaüs avant de rejoindre le gouvernement en 2007, en qualité de haut commissaire aux solidarités actives jusqu'à la mise en place du RSA. Martin Hirsch préside aujourd'hui l'agence du service civique. Il réfléchit aussi au sein de l'OIT et de l'OMS à ce qui pourrait fonder un socle mondial de protection sociale. Georges Terrier est avocat, partenaire du cabinet Davis Polk & Wardwell, qu'il a rejoint en 2007 après un long passage chez Janté et Associés. Jacques-Henri David, une longue carrière à la tête de grands groupes multinationaux, Vivendi, Saint-Gobain, puis une carrière de banquier, notamment comme président de la Deutsche Bank en France. Jacques-Henri David préside aujourd'hui Axior Corporate Finance. David Rockhoff, président directeur général de Garton Rockhoff, société d'analyse et de conseil, qui s'est fait une spécialité des transformations à l'œuvre dans les secteurs de l'énergie, dans la gestion des ressources, les questions climatiques, l'évolution des risques et les marchés émergents. David Rockhoff est un spécialiste mondialement reconnu de l'intelligence économique et du commerce international, talent qu'il a notamment mis un temps au service de l'administration Clinton aux États-Unis. Pascal Saint-Amand représente ici l'OCDE. Il y dirige notamment le secrétariat du Forum sur la transparence et l'échange d'informations fiscales, forum bien plus large que l'OCDE puisqu'il réunit 90 pays. Et on sait qu'il est très actif depuis qu'en 2009, le G20 lui a délégué une partie du combat contre le secret bancaire et les paradis fiscaux. Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, aujourd'hui président du MLPC, le premier parti d'opposition dans son pays. Il est aussi directeur général d'Exact Conseil, la société de consulting qu'il a fondée. Martin Ziguélé est banquier et assureur de formation. Pierre Duquesne, du ministère français des Affaires étrangères, où il a rang d'ambassadeur en charge des questions économiques relatives aux problématiques de développement et de reconstruction. Pierre Duquesne a été auparavant conseiller économique auprès du Premier ministre Lionel Jospin, directeur pour la France au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Parmi ses dossiers récents, les plus présents dans l'actualité, la Palestine et Haïti. Enfin, Charles Blanquart, professeur d'économie à l'université Humboldt de Berlin, où il enseigne depuis 1992. Il a aussi enseigné dans d'autres universités européennes et américaines. Il participe aussi aux travaux du CREMA, Conseil d'analyse économique franco-allemand. C'est M. Blanquart qui introduira notre débat une fois qu'André Cartapanis l'aura cadré en quelques minutes. Bien, alors dans notre tour du monde des États, nous allons nous acheminer vers une nouvelle destination qui est celle finalement des États qui d'une certaine manière n'existent pas. Le changement de décor est donc assez radical puisque après avoir examiné ce que pourrait être la reconfiguration des missions, des compétences ou bien même de la taille ou des formes organisationnelles des États, eh bien, ce matin, il s'agit donc de voir comment les activités économiques ou même les relations internationales s'organisent lorsque soit l'État n'a pas encore existé, soit lorsque l'État s'est globalement délité, parce qu'il n'avait pas les moyens de maintenir les fonctions qu'il assumait jusqu'alors, ou bien parce qu'il a décidé de se priver d'un certain nombre de ses missions, soit encore lorsque on est finalement en présence d'une incapacité, faute de moyens, d'exercer notamment l'ensemble des fonctions régaliennes. Alors mon objet est simplement de tenter de mieux caractériser cette thématique en moins de 5 minutes maintenant,
Et je vais le faire en formulant 2 remarques et sans doute en listant un certain nombre de questions dont on espère que les intervenants qui ont été réunis vont nous permettre de mieux comprendre ce que sont les pistes de réponse. Alors la première remarque, quelle est la caractérisation que l'on peut donner de ce que l'on appelle un État défaillant ? Cela relève beaucoup plus de la science politique que de la science économique. En effet, d'abord, lorsque l'on donne la liste des pays qui sont vraiment caractéristiques de cet État, de cette situation, dans le passé, évidemment, de triste mémoire, le Rwanda, en 1994, mais également à de nombreuses occasions le Liban, le Cambodge. Et puis, si on regarde la situation actuelle, le Soudan et la Somalie sont souvent cités. Et évidemment, également, pour des raisons différentes, l'Irak ou bien Haïti, qui sont dans des situations de ce type. Et puis, enfin, en connexion avec l'avenir, 2 autres exemples qui puissent être donnés. C'est bien sûr l'Afghanistan. Et c'est enfin le cas de l'autorité palestinienne, dont on va parler, je crois, tout à l'heure. Alors du coup, au-delà de cette liste, qu'est-ce que c'est qu'un État défaillant ? Eh bien, c'est un État qui ne remplit pas, ou qui ne remplit plus, les fonctions essentielles dont l'histoire, finalement, a donné aux États la responsabilité de les assumer. Maintien de l'ordre public, exercice de la justice, maintien des libertés publiques, respect des droits de propriété. Mais c'est aussi un État où va régner la violence individuelle, où vont se développer des crises, des conflits pour le pouvoir, vont se développer des exodes ou des migrations à l'échelle internationale. Et donc, pour me résumer, eh bien, un État est défaillant lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus d'autorité centrale en mesure d'exercer la violence légitime au service soit de principes universels ou bien au service de l'intérêt collectif, soit à l'intérieur des frontières, soit dans le cadre des relations internationales. Mais cette tentative de caractérisation sur le plan plutôt politique n'est pas sans donner naissance à des interconnexions avec la sphère économique, et c'est pour cette raison que le Cercle des économistes a souhaité que cette thématique figure dans les rencontres économiques cette année. Alors, quelles sont les interconnexions que l'on peut déceler entre cette carte des États défaillants et puis la dimension purement économique ? D'abord, la distribution géographique des États défaillants, pas toujours, mais le plus souvent, recouvre la carte de l'extrême pauvreté, recouvre la carte de l'analphabétisme et de l'absence d'avenir pour la jeunesse. Il y a donc un premier lien que l'on peut dessiner entre la dimension politique et la dimension économique. Deuxièmement, les États défaillants sont indissociables de tout un ensemble d'activités que l'on qualifie d'illicites sur le plan économique, activités de type corruption, piraterie internationale, trafic d'organes, prostitution des enfants, ou encore de processus, de comportements de captation de rente, de captation de richesses, notamment lorsque ces États défaillants disposent de matières premières et donc disposent de richesses pouvant être valorisées à l'échelle internationale, et cette captation pouvant intervenir soit au bénéfice de bandes organisées, soit carrément par des castes qui sont elles-mêmes installées au sein des pouvoirs, ou en tout cas de ceux qui n'en ont qu'une partie de mise en application. Troisième remarque, en menaçant la sécurité régionale, voire la sécurité internationale, eh bien, il y a d'innombrables distorsions dans les échanges qui vont se manifester. Par exemple, du point de vue de la formation des prix, du point de vue de l'exercice de la compétition économique, car business is business, et même si les États défaillants, les affaires se poursuivent. Les relations se maintiennent, soit entre les États, soit à l'initiative des entreprises. Pendant très longtemps, des entreprises venant des pays les plus développés. Aujourd'hui, on le voit, venant d'entreprises venant des pays émergents, et on connaît le côté assez actif des entreprises chinoises, notamment sur le continent africain. Enfin, quatrième remarque du point de vue des interconnexions entre la sphère économique et la sphère politique, eh bien, il y a aussi des États qui décident de se priver d'un certain nombre d'instruments, d'intervention, de prérogatives dans le domaine économique,
et qui font de l'absence de règles, de l'absence de réglementation, un outil pour capter des revenus, un outil pour éventuellement asseoir le développement économique. Et du coup, cela donne naissance à des comportements de dumping réglementaire, de dumping fiscal, qui sont en contradiction bien souvent avec les politiques que mènent les États parmi les pays plus développés. Et donc, ça sera finalement ma conclusion. Lorsque l'on met en perspective cette dimension économique et cette dimension politique, eh bien, il y a un certain nombre de questions que nous aimerions que les participants à cette session abordent. Et je voudrais simplement, pour conclure, me limiter à 3 questions. Premièrement, face à cette insécurité qui est suscitée par l'existence des États défaillants, quelles sont les réponses qui peuvent être apportées, d'abord dans l'action et ensuite dans le constat de différends, d'impossibilité de poursuivre les relations économiques, comment se règlent les différends, comment se règlent les conflits, quels sont les types de relations qui, au niveau des États ou des entreprises, peuvent être nouées avec des représentants de ces États défaillants. Deuxième question, il y a là un certain nombre de problématiques qui ont suscité l'intérêt de la communauté internationale, et donc depuis quelques années, il y a tout un ensemble d'actions à une échelle en particulier, une échelle collective, en matière de lutte contre les activités illicites, en matière de lutte contre le rôle des paradis fiscaux. Où en est-on du point de vue de ces actions qui ont été menées depuis un certain nombre d'années? Et puis, dernière question, qu'en est-il aussi des défaillances des États à l'intérieur des pays industriels, des pays riches, malgré la crise, qui restent des pays riches? N'y a-t-il pas un certain nombre de segments des prérogatives des États qui ont été abandonnés volontairement par les États? Et donc, en matière, par exemple, de pauvreté extrême, en matière de criminalité organisée, n'y a-t-il pas aussi des éléments de défaillance parmi les États les plus riches, en tout cas des économies les plus riches? Voilà un petit peu un aperçu schématique et rapide des thèmes auxquels nous aimerions que les uns et les autres contribuent. Merci. Merci André. C'est maintenant M. Blanquart qui va introduire réellement notre débat, peut-être d'ailleurs en commençant par remettre en question cette division un peu manichéenne et caricaturale que nous faisons, par principe, pour poser le débat, entre les États défaillants et ceux qui ne le seraient pas, bref, entre les méchants d'un côté et les bons de l'autre. M. Blanquart va nous donner une carte qui est peut-être un peu plus nuancée, disons. C'est à vous. Merci, monsieur le Président. Ça va? Merci au comité pour l'invitation de venir à Aix. C'est il y a 40 ans que je n'étais plus à Aix. Je me faisais grand plaisir de me promener sur boulevard, sur le boulevard Mirabeau, de voir la Révolution, les vestiges de la Révolution, c'est-à-dire des hommes qui étaient pendus parce qu'ils étaient des décentralistes, les autres étaient meurtriers. Et je pense que c'est bien choisi pour notre thème, oui. L'État défaillant, je ne voudrais pas dire. Oui. Alors, mais être invité est un avantage, oui, ce que j'ai dit. Autre part, c'est un désavantage parce qu'on reçoit un thème sans pouvoir choisir. C'était mon destin, c'est alors mon destin de parler sur un sujet dont le résultat, la plupart, je pense, de cette session ne partagent pas. Le thème que M. Karpatanis a montré est très vaste. En principe, on peut parler sur tout, Dieu et le monde. Et puis, mais si vous lisez l'introduction ici, vous voyez que le thème est beaucoup plus étroit. Comme moi, j'ai lu le thème, a beaucoup à faire avec les paradis fiscaux. Alors, je pense que vous avez tout lu, cette introduction à cette session imprimée dans le programme. D'après l'opinion des organisateurs, les États défaillants, l'introduction, sont les États côtes, les États voyous, des paradis fiscaux, des enclaves réglementaires, en somme,
les États qui ont choisi de déroger aux règles de droit qu'appliquent aux autres. Voilà ça. Le passage cité de l'introduction ne manque pas de mettre en évidence la perception péjorative de ces États. Cependant, il me semble difficile de mener une analyse scientifique en supposant préalablement que les uns sont les bons et les autres sont les méchants. En somme, je ne consens pas que vous avez vu ce que j'ai déjà dit. Je trouve que cette description manque les critères d'une analyse scientifique, analyse qui devrait commencer plutôt avec le problème qu'avec le résultat. Je doute que nos collègues des sciences naturelles procéderaient d'une telle façon. Isaac Newton, que vous connaissez tous, ne se serait jamais plaint, je dis plaint, qu'une feuille de papier tombe moins vite qu'une pierre. Au contraire, pour lui, cette observation déviante aurait représenté un problème qu'il fallait expliquer. De même, en sciences économiques, notre tâche n'est pas de prononcer des jugements de valeur, mais de mener une analyse strictement positive. Qu'est-ce que c'est que nous observons? Apparemment, il y a deux groupes d'États. Les groupes A pratiquent le principe de résidence en soumettant les revenus du monde entier d'un individu à l'impôt, tandis que les États du groupe P pratiquent le principe de la territorialité, où seuls les revenus gagnés sur un territoire sont imposables. Les adhérents du groupe A pensent que le principe de résidence est la forme d'imposition la plus naturelle du monde et que sur cette base, tous les pays devraient bien sûr l'appliquer. À défaut de quoi, le principe de résidence devait être imposé par pression politique ou même militaire, à en croire les propos de quelques politiciens allemands. De leur côté, les pays du groupe B sont agressés par l'attitude expansionniste du groupe A. Au lieu de dire que les uns ont raison et que les autres ont tort, il vaudrait mieux comprendre le processus qui a mené à cette différence d'opinion. Au niveau international, il y en a deux règles importantes, deux règles qui comptent. Premièrement, le statu quo. Le statu quo comme point de référence de chaque politique. Deuxièmement, le départ volontaire du statu quo pour tous les États. C'est-à-dire le statu quo, si on veut partir, c'est bien, mais les autres ne doivent pas suivre. Sur le plan de l'imposition du statu quo, sur le plan de l'imposition, le statu quo est défini par l'imposition qui existait préalablement. C'est sans doute le principe de territorialité. Les impôts réels imposés à la source sur le sol, les bâtiments, les métiers, etc., sont antérieurs aux impôts sur le revenu. Ainsi s'explique l'impôt sur les portes et les fenêtres qui fut en vigueur en France depuis la Révolution jusqu'à 1926. Sous cet impôt, le lieu de résidence du contribuable n'avait aucune importance. C'est seulement après l'invention de l'introduction de l'impôt sur le revenu en France depuis 1914, plus en plus, que le lieu de résidence est devenu déterminant pour l'imposition. La question se pose alors, quel revenu doit être imposé? Celui gagné dans le pays de résidence ou celui ou le revenu provenant du monde entier? Les premiers impôts sur le revenu en Prusse et en Saxe de 1869, dans le temps deux États souverains, partaient encore du principe que le revenu reste attaché à la source.
Le contribuable prussien était donc imposable en Prusse pour son revenu de provenance prusse et en Saxe pour son revenu de provenance saxonne. Il était en même temps exempt d'impôt prusse pour le revenu saxon et vice-versa pour un ressortissant saxon. La raison en est que chaque pays devait être en mesure de financer ses besoins d'infrastructures engendrés par les investissements dans le pays respectif. Le principe de la territorialité correspondait donc à l'imposition selon le principe de la couverte des besoins financiers. Cet ordre, tout à fait logique et efficace, a été bouleversé en 1818 par l'accord unilatéral entre les États-Unis et le Royaume-Uni d'imputer aux revenus domestiques du contribuable ses revenus obtenus dans l'autre pays respectif. Le principe de résidence était né. Son efficacité est ambiguë comparée à celle du standard saxo-prussien. Cependant, les recettes fiscales se sont avérées beaucoup plus élevées pour les deux États sous le système d'impôt progressif. C'est ainsi que s'explique le triomphe du principe de résidence durant les années suivantes. Alors, l'aspect fiscal qui était important. Mais le calcul des États A, alors, principe de résidence, comportait une lacune. Les pays adoptant le nouveau principe ont oublié la seconde condition internationale, c'est-à-dire qu'ils ont ignoré que le départ des pays A du statu quo n'implique pas nécessairement que les pays B suivent. Le principe de la majorité ne compte pas au niveau international. Au contraire, plus les pays A exploitent leurs contribuables sous le principe de résidence, plus les pays B profitent de la migration du capital dans leur propre juridiction et moins ils sont enclins d'adopter le principe de résidence, bien clair. Au contraire, ils tiennent à maintenir le principe de territorialité qui leur permet d'attirer des capitaux à un taux d'imposition attractif. Cet arbitrage fiscal est devenu cause de multiples plaintes des pays A. Pourtant, il n'y a rien d'incorrect. Si les gouvernements A avaient adhéré au système saxo-prussien, aucun problème ne serait survenu. Il n'y a donc aucune raison de qualifier les pays B d'États défaillants ou des paradis fiscaux. Il est bien sûr compréhensible que les pays A, du point de vue de leur intérêt fiscal, propre intérêt, tentent à étendre le principe de résidence au gouvernement B, ou au moins de combler la lacune que représentent à leurs yeux, les pays B. Pour cela, chaque pays devrait fournir des informations fiscales sur les ressortissants d'autres États aux autorités du pays de leur résidence. Mais comment y parvenir? Pourquoi, puisqu'il y a le principe de l'unanimité, comment y parvenir? Se disaient les pays. Pourquoi ne pas utiliser l'OCDE, dont l'article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu de la fortune, fin cotation, établit une obligation d'échanger des renseignements pour l'application correcte des législations fiscales nationales. Mais ce n'était pas encore suffisant, car que faire si l'unanimité entre les pays membres, d'après la Convention à l'Organisation de coopération et de développement économique de 1961, n'est pas atteinte. En principe, il n'y avait pas encore l'unanimité atteinte sur ce point. Et le plus facile est de violer la Convention, pourquoi pas? En 2008, par exemple, le secrétaire général de l'OCDE, M. Angel Gurría, qui devrait être ici, je ne sais pas, a établi et publié une liste noire contenant les pays membres et non membres qui refusaient de pratiquer l'échange des renseignements d'après l'article 26 de la Convention.
sans doute une violation de la Convention de l'OCDE. Ainsi, une pression politique a été exercée contre les pays membres et non membres avec la Convention fondatrice de l'OCDE. En résumé, les accords internationaux reposent sur deux principes, le statu quo et le consentement volontaire à chaque modification. Ces principes servent de base commune à toute coopération entre les États. Cependant, ils sont parfois violés par les États importants, puissants aussi, pour avancer leurs propres intérêts aux dépenses des pays moins influents. Ils y parviennent si les vétos des petits États ne sont pas suffisamment crédibles. De telles violations ne sont pas sans coût, et ceci pour toutes les parties, pour tous les pays. Elles engendrent un climat de méfiance entre les États et réduisent à long terme la coopération internationale. Ainsi, la lutte des grands États contre les petits États au titre des paradis fiscaux se mène au détriment de tous et se révélera, je pense, à terme comme un jeu de sommes négatives. Merci à vous. Merci, M. Blanquart. La question qui nous est posée est de savoir comment ces différentes catégories d'États, A et B, pour reprendre votre comparaison, peuvent travailler ensemble. Et c'est la question que je pose maintenant à Pierre Duquesne, s'il le veut bien. Pardon. Ça fait rien. Merci à Luc Évrard, dont la modestie a empêché qu'il vous dise qu'il avait des compétences sur Haïti. Les cloches viennent de sonner. Je ne suis pas sûr que ce soit pour célébrer un grand jour. Aujourd'hui, 9 juillet, un État défaillant, un de ceux qui figurent sur la liste de ceux-ci depuis quasiment l'origine, va donner naissance, par parthénogenèse, à un second État défaillant. Il s'agit du Soudan, d'un territoire grand comme la France, où il y a quelques dizaines de routes goudronnées, qui aujourd'hui devient le 193e État membre des Nations Unies. C'est sans doute une formidable avancée en termes de démocratie, sans doute une révolution conceptuelle en Afrique, où les frontières qui étaient intangibles ne le sont plus. Je ne suis pas certain que ce soit une formidable avancée en matière de state building. Je vous cite une autre évolution conceptuelle récente. Nous venons, un certain nombre d'États, de reconnaître le Conseil national de transition en Libye. C'est la première fois qu'on reconnaît un contre-gouvernement et pas un État. Naturellement, la question, si elle doit être posée, se posera de savoir ce qu'un certain nombre d'États feront en septembre si la question de la reconnaissance de l'État palestinien est posée par les Palestiniens eux-mêmes aux Nations Unies. Je vais tenter de répondre à la première question d'André Cartapanis et de son excellente présentation en 3 temps. Quelles sont les situations auxquelles nous faisons face? Je les qualifie de État sans État. Quelles sont les mauvaises réponses? C'est l'État dans l'État. Et quelles sont les bonnes réponses? C'est l'État avec l'État. L'État sans l'État. Il se trouve que je m'occupe de 2 cas polaires. D'abord l'État souverain sans institutions et l'État avec des institutions mais pas souverain. Le premier cas est le plus fréquent. Je prends celui d'Haïti puisque c'est un pays qui est indépendant depuis 207 ans. Chacun a convenu le 12 janvier 2010 qu'un tel tremblement de terre n'aurait pas dû faire de tels dégâts s'il y avait eu des institutions. Il n'y a pas aujourd'hui, 9 juillet 2011, de ministère du Logement en Haïti. Il n'y a pas de cadastre, comme en Grèce d'ailleurs. Pas de véritable gouvernance du secteur de l'éducation et de la santé. Pas de financement du secteur de la santé. Un taux de prélèvement obligatoire parmi les plus bas du monde. Je dis d'ailleurs en passant que pour moi c'est un bon exemple de mesure de l'État, le taux de prélèvement obligatoire. Un pays d'Afrique mal géré, 13-14%. Haïti, 11%. Afghanistan, dont je me suis occupé pendant 2 ans, 9%. Donc le bon diagnostic avait été posé au lendemain du séisme. La faille sismique avait révélé des failles structurelles. C'était celle-ci qu'il convenait de traiter, pas seulement reconstruire des bâtiments, mais construire des institutions. Ça dit, ça prend des décennies, enfin au moins une décennie, il faut une mobilisation dans la durée. Ça peut marcher. L'Afghanistan a su, en quelque temps, créer une banque centrale, un ministère de la reconstruction et du développement rural, et j'en passe. Voilà le cas classique. L'État sans institution. J'ai en main le cas inverse, qui n'est pas le plus fréquent,
l'institution sans État souverain. Et c'est le cas de la Palestine. Il y a plus d'États en Palestine que dans bien des États du monde. Le pari que nous avions fait à la conférence de Paris en décembre 2007, que j'ai eu l'honneur d'organiser, était de construire l'État, en dépit des vicissitudes du processus politique. Et il fallait pour cela convaincre deux types de sceptiques qui sont dans cette salle. D'une part, ceux qui considèrent que les Palestiniens sont incompétents par nature, corrompus ou a fortiori terroristes, plutôt, pardonnez-moi la caricature, plutôt pro-israéliens, ceux-là, et les autres plutôt pro-palestiniens qui considèrent que tout ça, c'est du financement de l'occupation et que donc faire cette construction d'État n'avait strictement aucun sens. Je pense que les deux ont tort. Il fallait faire ce test. Ce test a été réussi. Que je vous dise que les Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ont dit en avril que les Palestiniens étaient non seulement capables de créer un État, mais de le gérer. C'est vrai en termes de gouvernance, c'est vrai en termes de sécurité, c'est vrai en termes de fourniture de services publics, c'est vrai en termes de secteur financier. Comme le dit le FMI, l'autorité monétaire palestinienne est d'une banque centrale sans monnaie, mais elle a les fonctions d'une banque centrale. Je ne vais pas rentrer dans les fonctions techniques, elle les a toutes. Je rappelle que le statut de banque centrale sans monnaie, c'est le cas de la Banque de France. Au total, les Palestiniens ont réussi à faire des réformes que les pays en voie de développement ne font pas. Réduire le déficit public de 13 points de PIB en 3 ans, que quand même certains pays développés ne font pas, notamment en diminuant les subventions implicites ou explicites à l'eau et l'électricité. Ils ont fait des choses que les pays... Ils ont réformé les allocations sociales, ils ont fait des choses que les pays développés ne font pas. Le budget palestinien sur Internet tous les 15 du mois en engagement et en décaissement. Les comptes palestiniens sont certifiés annuellement. Cet ensemble de mesures concerne Gaza. La moitié des fonctionnaires de l'autorité palestinienne sont à Gaza et sont payés notamment par l'aide étrangère aussi. L'autorité monétaire palestinienne supervise les banques de Gaza. Gaza n'est pas Hamastan. Chaque jour qui passe nous en rapproche, mais Gaza n'est pas le Hamastan. C'est beaucoup plus complexe que cela. Selon la Banque mondiale, la Palestine est même en avance sur un certain nombre de pays de la région en matière de réforme, et la Banque mondiale suggère de s'en inspirer. Voilà pour les situations polaires que nous pouvons avoir. Ma deuxième idée, c'est les mauvaises solutions, c'est ce que j'appelle l'État dans l'État. Faire de l'État dans l'État. Alors ça se fait ou par les pays donateurs eux-mêmes, ou par les ONG. Pour les pays donateurs, le manque de confiance, parfois légitime, dans les structures de l'État conduit à créer des structures parallèles. Alors vous avez une armée d'assistants techniques qui sont, le cas le plus fréquent, soit trop jeunes, ils ne connaissent pas grand-chose, soit trop vieux et un peu amortis. Vous avez des unités de mise en œuvre des projets, PIU, comme on dit en anglais, qui vite constituent des administrations parallèles. On se concentre sur les secteurs sociaux et pas sur les secteurs régaliens, là où il faudrait reconstruire de l'État. On invente, c'est le cas de l'Afghanistan, les équipes provinciales de reconstruction qui mêlent, aux références, en tous les cas pour les ONG françaises, armées et ONG. Et développement. Bon, conséquence de tout cela, manque de vision stratégique, la coordination des donateurs ne se fait pas, il ne se fait pas plus entre ceux-ci et l'État récipiendaire, manque de cohérence géographique, alors que souvent les États défaillants sont des États à géographie ou topographie difficile, topographie pour l'Afghanistan, géographie, Haïti est un pays concave, et je peux vous dire que ce n'est pas très simple, et du coup on aide là où c'est facile, alors que ce n'est pas forcément ça qu'il faudrait faire. Et d'une certaine manière, on récompense l'insécurité parfois. C'est ce qu'on a pu faire en Afghanistan. Je vous passe les sursalaires de tous ces gens surpayés par rapport à la fonction publique locale, avec le classique syndrome hollandais cher aux économistes. Alors la deuxième manière de faire, c'est les ONG. Alors je vais peut-être en choquer, ou de mal faire, je vais peut-être en choquer certains. C'est vrai que c'est un vrai dilemme. Je dis tout de suite que les ONG sont utiles dans l'urgence, dans l'aide humanitaire, alimentaire, sanitaire, etc. Et je dis également que parmi les gros progrès en situation de crise, il y a une meilleure coordination des ONG entre elles et avec les États dans la composante civilo-militaire, dans la fourniture d'assistance de premier secours, etc. On l'a vu en Haïti. Et ce qu'on n'a pas assez dit sur Haïti, c'est que la coordination entre les multiples acteurs a été vraiment très très bonne. Et les ONG ont largement contribué à ce que la catastrophe annoncée ne se produise pas dans les camps. Ni catastrophe alimentaire, ni catastrophe sanitaire, ni catastrophe insurrectionnelle, que sais-je. Ayant dit tout cela, ayant dit aussi que
tout mon travail, je travaille en permanence avec les ONG, avec les autres acteurs d'ailleurs non gouvernementaux, les entreprises, les collectivités locales, que je réunis régulièrement. Ça ne s'était jamais fait ensemble pour parler d'Haïti. Et on dit tout cela. Je pense que les ONG ne doivent pas s'installer dans la durée. Il faut qu'elles sachent partir. Par définition, elles ne font que perpétuer l'absence d'État. C'est comme ça qu'on a pu qualifier Haïti de république des ONG. Elles confondent malheureusement 3 registres d'intervention, l'humanitaire, le développement sur le terrain et le plaidoyer, ce qui n'est pas toujours la même chose, ce n'est pas toujours cohérent. Elles sont de moins en moins spécialisées, et c'est une de mes découvertes ces dernières années. Vous regardez les noms, mais ce que font les ONG n'ont rien à voir avec les noms. Et elles couvrent un champ très large, donc il n'y a pas de... Il y a une dérivation du mandat. Et puis, elles sont souvent de taille extrêmement variables. Certaines sont toutes petites, d'autres sont trop grandes et ne jurent que par l'autonomie par rapport aux États bailleurs, par rapport aux organisations internationales. Bon, tout ça ne serait pas grave. Et surtout par rapport à l'État récipiendaire, ce qui est plus gênant. Et elles contribuent, je pense, en termes économiques, à la dérégulation et à la transformation en marché, même avec des prix faux, des secteurs sociaux, de l'éducation et de la santé. Donc, c'est la deuxième mauvaise solution pour faire de l'État dans l'État, ce sont les ONG. Moi, je vous suggère de faire de l'État avec l'État. Et il y a plein de rapports sur ce qu'il convient de faire, mais on ne le fait pas toujours. Un mot de l'argent et un mot des institutions. L'argent, c'est l'aide publique au développement. Des sujets de quantité, d'autres sujets ensuite, forme de l'aide et canaux de l'aide. Les sujets de quantité, bon, sans ergoter sur les décomptes à l'infini, il est clair qu'il faut augmenter l'aide publique au développement. Quand la mondialisation, selon la Banque mondiale, représente moins, quand l'APD, selon la Banque mondiale, représente moins mondialement que le commerce tiré de l'argent des stupéfiants. 110 millions d'APD, 150 millions tirés des stupéfiants. Milliards. Il faut faire de la quantité, peut-être augmenter aussi la part de l'APD mondiale consacrée aux États défaillants dans le total de l'APD, elle n'est que de 30% actuellement. Deuxièmement, il y a des sujets de qualité. Il faut faire des dons et pas des prêts, fussent-ils concessionnels. C'est dur pour le budget des donateurs de faire des dons. Et il faut faire de l'aide budgétaire et pas de l'aide projet, pas financer des routes, des ponts, des écoles. Il faut transférer directement de l'argent au budget des États. Ça aide à créer de l'État et ça oblige du coup à mettre en place les procédures de gestion et d'intégrité des finances publiques que le contribuable occidental est bien entendu en droit d'attendre de ces États. Un mot sur les canaux de l'aide. Je pense qu'il faut mettre de l'argent dans les fonds fiduciaires du système multilatéral, Banque mondiale, Banque régionale de développement, Nations Unies. Il y a peut-être une dispersion, mais l'effet de levier est grand et le Royaume-Uni le fait mieux que nous. Au plan national, il faut enfin créer un fonds post-crise qui soit disponible à tout moment. Tous les rapports concluent en ce sens et une direction du ministère des Finances, dont je viens au demeurant, le ministère des Finances, mais pas de cette direction, continue de s'y opposer. Donc je crois qu'il faut convaincre le contribuable de faire de l'APD et aujourd'hui, on ne peut convaincre le contribuable qu'en lui disant qu'on fait de l'État. Pourquoi n'a pas marché la conférence sur le Pakistan après les inondations ? Pas parce que les gens manquaient de compassion à l'égard des Pakistanais, parce que ce qu'il fallait dire à ce moment-là n'est pas « on rend flou, si je puis dire, des gens qui ont été inondés », il était de dire « le Pakistan va enfin créer un État qui va lutter contre le terrorisme ». Un mot sur les institutions maintenant, une qui existe et une que je suggère. L'institution qui existe, dont je suis membre, dont je parle parce qu'elle n'est pas très connue, s'appelle la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH. C'est un outil sans précédent dans le monde du développement. 14 Haïtiens, pas seulement de l'exécutif, tous les Haïtiens, 14 internationaux, pas seulement les bilatéraux, les multilatéraux, nous avons la Fédération des Croix-Rouges. Coprésidence, le Premier ministre haïtien et Bill Clinton, droit de veto du président de la République haïtienne. Ce n'est pas un groupe local de donateurs, comme il y en a dans tous les pays. Ce sont des représentants des capitales, ce qui maintient, je crois, un minimum de hauteur de vue et l'intérêt des capitales. Ce n'est pas une banque, il existe un fonds pour la reconstruction d'Haïti, ce n'est pas le gouvernement haïtien, ce n'est pas la communauté internationale. C'est le lieu d'approbation des projets, y compris des ONG. J'ai comme ça, avec plaisir, découvert de projets de MSF France qui sont passés devant la CIRH. C'est le lieu de la préfiguration de l'agence ou du ministère de reconstruction purement haïtien que nous souhaitons, comme cela a été fait en Indonésie après le tsunami.
Et la nouveauté pour cette institution, c'est donc qu'elle force à la coordination et à la prise de décision, et je pense qu'elle fera école. L'alternative, c'est la mise sous tutelle de certains pays. On l'a fait au Cambodge avec les Nations Unies, ou Régis Debray suggère qu'on fasse pour Haïti. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution. Je pense que cette solution intermédiaire, qui ne mérite ni excès d'honneur ni d'excès d'indignité, n'est pas la plus mauvaise. J'ai une suggestion à faire enfin, qui est de créer un fonds international. La plupart des grandes causes mondiales, les pandémies, l'environnement, l'éducation, la sécurité alimentaire, ont recours à un fonds international spécifique. Les événements des derniers mois, que ce soit Haïti, que ce soit la RCI, la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Tunisie, ont montré la nécessité d'institutions étatiques solides. Or, c'est un domaine qui n'est pas couvert par une institution multilatérale spécifique, et même elles ont un peu tendance, pour rien vous cacher, à se marcher sur les pieds. La Banque mondiale, les BRD, les banques régionales de développement, les Nations unies, le Fonds monétaire, etc. Et même l'OCDE, qui s'occupe des États défaillants, ce que tout le monde ne sait peut-être pas. Je vous suggère, avec l'accord de mes autorités, mais ce n'est pas pour autant une proposition formellement française, de créer un fonds d'aide à la construction des États, FACE, qui aurait pour principale caractéristique d'accueillir des contributions bilatérales et multilatérales, que celles-ci soient gouvernementales ou non gouvernementales, qui mettra en œuvre des programmes d'appui dans les domaines régaliens, qui ferait des financements et de l'assistance technique, qui seraient supervisés par un conseil associant le Nord et le Sud. Voilà, pour conclure, j'ai appris à Sciences Po à Paris, par Aix, je m'en excuse, qu'il fallait en conclusion fermer la porte et ouvrir la fenêtre, surtout quand il fait une chaleur pareille. Cette session sur les États défaillants ne portait pas sur les États en faillite, au sens financier du terme, comme l'a dit au départ. Mais il n'y a pas de session, si vous avez regardé, il n'y a pas de session sur les États en faillite dans l'ensemble du programme. Alors, je dis comme ça ma conviction profonde, depuis la tentative avortée lancée au FMI il y a 9 ans, qu'il faut créer un mécanisme de faillite des États souverains, plutôt à froid qu'en crise, et ceci pour éviter, pardonnez-moi le jeu de mots, et vous l'écrirez de 2 manières différentes, ceci pour éviter l'État dans l'étau. On va maintenant s'intéresser à ces États eux-mêmes. Quelles sont les conditions qu'ils doivent remplir pour en sortir par leur propre force également? Quelles stratégies doivent-ils mettre en œuvre? Et c'est Martin Zinguélé qui va tenter de répondre à cette question. Martin? Je vous remercie. Je remercie d'abord les organisateurs de la rencontre des économistes d'avoir bien voulu m'inviter. Mon propos se limitera bien sûr à l'Afrique, que je connais mieux que d'autres régions du monde en développement, pour des raisons que j'estime évidentes. Je suis né en Afrique, j'ai fait toutes mes études en Afrique, j'ai fait toute ma carrière professionnelle en Afrique. Et comme le dit justement un proverbe africain, lorsque le crocodile sort de l'eau et vous dit que l'hippopotame est borgne, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. Alors, l'Afrique, c'est... L'Afrique, je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivé en France de manière quasi permanente en 2003, mars 2003, après un coup d'État, chez moi en Centrafrique. C'est ce coup d'État d'ailleurs qui a mis fin à mes fonctions de Premier ministre. Et donc quand je suis arrivé en France, à Paris, tous les jours quand je regardais la télé, je pensais qu'on commencerait à parler de l'Afrique. Et je me suis rendu compte que l'Afrique, en fait, ça n'intéressait presque personne. Et j'ai commencé donc à relativiser mon nombrilisme africain, parce que quand on est en Afrique, on pense bien sûr que l'Afrique c'est le centre du monde, surtout quand on vient d'un pays qui s'appelle la République centrafricaine. Alors, je me suis aperçu petit à petit que l'Afrique, au mieux, c'est la relation des coups d'État, des révoltes, des révolutions, quand le feu brûle, etc. Mais vous savez tous que l'Afrique, ce n'est pas que cela. L'Afrique aussi, c'est bientôt 1 milliard d'habitants. 70% de la population d'Afrique jeune est de mieux en mieux éduquée. L'Afrique est réservoir, mais déjà pourvoyeuse aussi de matières premières, dont certaines n'existent nulle part dans le monde. C'est vrai, lorsque vous regardez le nombre d'États défaillants dans le monde, et si vous vous fiez au classement de la revue américaine Think Tank, Fund for Peace, n'est-ce pas, sur les 20 pays les plus défaillants dans le monde en 2011, malheureusement, 14 sont africains.
c'est-à-dire 70% du total. Je passe rapidement. La Somalie, tout le monde connaît la Somalie, elle tient la première place. Le Tchad, deuxième place. Soudan, troisième place. Mon ami et voisin, M. Diken, vient d'en parler. La République démocratique du Congo, 4e place. Haïti, 5e place. Zimbabwe, 6e place. Afghanistan, 7e place. Mon propre pays, la République centrafricaine, 8e place. L'Irak, 9e place. C'est un voisinage assez explosif. La Côte d'Ivoire, 10e place. La Guinée, 11e place, etc., etc., jusqu'à l'Éthiopie, 20e place. Donc, résultat, 20%, sur ces 20 pays, 14 sont africains, 70% du total. Et comme vous le savez, ces classements qu'on peut discuter sont faits sur la base de 12 indicateurs qui sont dits des indicateurs de vulnérabilité. Et ces indicateurs eux-mêmes constituent ce qu'on appelle l'indice de vulnérabilité qui est noté de 0 à 120. Naturellement, quand vous allez vers 120, vous allez vers la zone rouge. Et puis, ces indicateurs eux-mêmes sont catégorisés. Il y a des indicateurs sociaux, par exemple la pression démographique, les mouvements massifs de réfugiés, les déplacés internes, les cycles de violence communautaire, l'immigration chronique et soutenue, etc. Les indicateurs économiques sont au nombre de 2, les inégalités de développement par rapport au reste du monde, mais à l'intérieur aussi du pays, et puis naturellement le déclin économique qui est subit ou prononcé. Et puis vous avez les indicateurs politiques qui sont les plus critiques à mon avis. C'est la criminalisation et la délégitimation de l'État, la détérioration graduelle des services publics, les violences généralisées des droits de l'homme, violences à l'égard des femmes, des enfants, etc. L'hégémonie de l'appareil sécuritaire, parce que curieusement dans les États faibles, c'est parfois cet appareil-là qui marche mieux que les autres secteurs de l'État. L'émergence des factions au sein de l'élite qui est chargée de diriger le pays. Et enfin, l'intervention quasi permanente, soit des États voisins, soit des autres pays du monde dans les affaires intérieures de ces États. Évidemment, donc, vous le voyez, ces États dits défaillants cumulent à des degrés divers plusieurs indicateurs de vulnérabilité. Si la Somalie, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a plus d'État, n'est plus un État, et si la Somalie est présente dans tous les esprits à cause de la piraterie maritime dans l'océan Indien, les autres États défaillants d'Afrique notamment font face à des défis qui sont peut-être moins sanglants, mais qui n'en sont pas moins graves. Parce que le substrat est toujours le même. Ces pays se caractérisent par de grandes difficultés à subvenir aux besoins basiques de la population, tels que les besoins en matière de santé, les besoins en matière d'éducation. Quelqu'un disait ce matin que dans une autre, ici même je crois, quelqu'un disait que la croissance de demain, hier plutôt, la croissance de demain, ça se prépare à partir de l'imagination et de l'intelligence de personnes éduquées. Donc c'est le rôle critique de l'éducation dans un pays, le problème de la défense nationale, comment protéger le pays contre les agressions extérieures, mais aussi contre toutes les dissensions internes, l'absence ou la difficulté de l'État à faire face aux services sociaux de base, et évidemment les problèmes de sécurité publique énormes avec des rébellions à l'intérieur d'un pays, etc., etc. Et nous avons ce tableau alors qu'en face, juste en face, ces pays ont généralement des potentialités économiques minières et minérales énormes, en exploitation ou en voie d'exploitation. Alors la question que M. Kartapanis a posée tout à l'heure, que faire? Comment le faire? Et qui doit faire quoi? Je pense que c'est vraiment là où le débat se situe. Alors, à mon entendement, et selon ma vision des choses, n'est-ce pas, le crocodile qui parle de l'hippopotame, qui est borgne, je pense qu'il y a 3 catégories d'actions à mener. La première catégorie d'action est politique. La question, qu'est-ce que nous recherchons qu'est-ce que nous pouvons, sur quel levier politique on peut actionner pour mettre fin à la défaillance d'un État africain? Je pense que pour répondre à cette question, il faut d'abord se mettre d'accord sur l'objectif. Quelle est la réponse face à la défaillance d'un État? Il faut, à mon avis, reconstruire un État fort et crédible, doté d'un gouvernement légitime, mais avec l'appui déterminé de la communauté internationale. Il faut que tout le monde soit d'accord sur l'objectif. Parce que quand un État n'est plus en mesure d'assurer la protection de ses propres ressortissants,
il devient une source d'instabilité et une menace également pour ses voisins et l'ensemble de la communauté internationale. Par conséquent, la responsabilité de la protection de cet État doit passer à la communauté internationale qui devient responsable par défaut, si vous voulez. Mais chaque mission, toute mission, suppose 3 conditions. Il faut un objectif clair et précis, il faut des hommes capables de mener la mission, et puis il faut des moyens adéquats, comme l'idée de création de fonds d'aide à la création des États. C'est pourquoi la reconstruction d'États défaillants doit être précédée de la mise en place d'un système de pilotage stratégique chargé d'élaborer une stratégie commune et concertée d'intervention des principaux bailleurs. Cela est vraiment indispensable. C'est la disponibilité d'un tel cadre stratégique d'intervention cohérent et aux priorités arrêtées avec le gouvernement à assister, qui est piloté en accord donc par une autorité internationalement crédible, parce que là également c'est important, la personnalité de celui qui pilote cette structure stratégique, n'est-ce pas, doté d'un mandat clair qui permettra d'arriver au résultat escompté, qui, je le rappelle, est la création ou la recréation, mais c'est des termes, parce que dans la réalité, parfois, il faut créer un État. Alors, si on veut avoir des institutions fortes, légitimes, modernes et efficaces, il faut s'en donner les moyens politiques dont il faut impliquer les Nations Unies. Et les Nations Unies ont une expérience dans le domaine, l'expérience de nation building ou de state building, et qu'elles ont déjà menée avec succès dans certaines parties de l'Afrique. Aujourd'hui, plus personne ne parle du Libéria, plus personne ne parle de la Sierra Leone, et plus personne ne parle du Mozambique. Et c'est une bonne chose, parce que c'est des success stories des Nations Unies qui ont réussi, grâce à l'appui déterminé du Royaume-Uni dans le cas du Libéria, dans le cas de la Sierra Leone, déterminé des États-Unis dans le cas du Libéria, déterminé du Portugal dans le cas du Mozambique, pour faire de ces pays-là des pays qui aujourd'hui se font oublier et fonctionnent. Et pour le Mozambique, un pays qui a un taux de croissance annuel de plus de 7%. Alors, si l'objectif est clair, il faut reconstruire les États, il ne faut pas sous-estimer les difficultés politiques. Car bien sûr, s'il y a des situations de chaos qui perdurent parce qu'il y a des rentiers insoupçonnés de ces situations-là, et parmi les rentiers des situations de chaos, il y a d'abord les putschistes. Nous avons une spécialité en Afrique, c'est d'avoir des militaires qui font tout sauf leur travail de militaires et qui revendiquent la gestion de l'État au même titre que les partis politiques. Et nous ne luttons pas naturellement à armes égales et ce n'est pas simplement une figure de style. Il y a également les rebelles. Il y a les rebelles, il y a les chefs de guerre de tout genre, il y a les vendeurs d'armes. Parce que pour avoir des armes, il faut en acheter quelque part. Il y a les trafiquants de drogue, les pillards, etc., etc. Donc, il ne faut pas s'y méprendre. Aller reconstruire un État défaillant, ce n'est pas comme aller la fleur au fusil en vacances. Il faut faire face à comme je l'ai dit, des rentiers, des situations de chaos, parce que la reconstruction de l'appareil régalien d'un État, la relance de l'économie, etc., sont contraires à leurs intérêts immédiats. Et naturellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenir le pouvoir politique et surtout économique, mais en instrumentalisant les tensions politiques et religieuses comme moyen de maintenir justement ce chaos politique. Comme je vous l'ai dit, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'ai fait toutes mes études en Afrique, j'ai travaillé en Afrique. Les problèmes ethniques, ce sont les élites qui les instrumentalisent. D'abord comme moyen de contrôle et de conservation du pouvoir, mais pas seulement du pouvoir politique, mais du pouvoir économique surtout. Donc, ces factions sont douées dans l'art d'utiliser toutes les ressources de contrôle d'un appareil d'État pour se maintenir en place, même si cet État est défaillant. Ça va du trucage des élections, à l'intimidation des contre-pouvoirs, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, de la corruption des élites et des notables, pour permettre que les exercices électoraux soient de purs exercices virtuels, etc., etc. Et donc, le problème, c'est que lorsqu'on a fait cet exercice, on a bien sûr le vernis démocratique, et puis la communauté internationale laisse faire, parce que tout le monde est lassé, agacé, fatigué par les histoires africaines, comme on dit en Afrique, et puis on entend des expressions malheureuses. Oh, ils sont tous comme ça, on ne peut rien changer, c'est leur nature, ils ne sont pas mûrs pour la démocratie, etc., etc. Mais il faut savoir que la communauté internationale finit toujours par intervenir. Et lorsqu'elle intervient, c'est à des coûts humains, à des coûts politiques et à des coûts pour l'opinion, pour leur propre opinion, qui sont très élevés. Donc c'est pour ça que
comme le dit encore un proverbe africain, si vous voulez manger du chien, ne vous contentez pas de ça que manger carrément le chien, on dira que vous êtes un mangeur de chien. Alors, il faut aussi se donner les moyens de reconstruire des États viables. C'est quoi un État viable? Un État viable, c'est un État qui fait triompher des valeurs de démocratie, c'est-à-dire le respect des aspirations populaires. Cela est vrai à Bangui, cela est vrai à Dakar, cela est vrai, vous le savez, il y a une semaine, cela est devenu encore plus vrai à Dakar, cela est vrai à Tripoli, cela est vrai aussi à Paris. Un être humain, lorsqu'il naît, il grandit, il se marie, mais il pense à la même chose que le citoyen qui vit à Aix. Il veut avoir une maison, il veut avoir une épouse, il veut avoir des enfants, il veut que ses enfants aillent à l'école. C'est des aspirations universelles. Ça ne peut pas être vrai pour les biens matériels et faux pour l'aspiration à la démocratie, à un État viable, à un État stable, parce que la stabilité, comme vous le savez, je suis devant un parterre d'éminents économistes, est le gage le plus sûr d'investissement durable qui crée la croissance, qui crée la richesse et qui fait qu'un homme devient de plus en plus épanoui. Ou une femme d'ailleurs. Alors, les actions économiques. Alors, quelles sont les actions économiques qu'il faut mener? Je vais très rapidement. Je l'ai dit en introduction, lorsque vous prenez la liste des États défaillants, vous trouvez le Nigeria, vous trouvez la République démocratique du Congo. Ces deux États, pour ne pointer que les deux, sont des scandales géologiques et miniers en Afrique. Ils ont des ressources en exploitation, ils ont plutôt des revenus conséquents, mais on a le même problème. Quel est le problème? C'est la médiocrité des capacités de gestion macroéconomique avec une vision claire des objectifs à court, moyen et long terme. Quelqu'un disait hier, et c'était le ministre Védrine, et je suis tout à fait d'accord avec lui, parler de stratégie à long terme, c'est un pléonasme. Une stratégie est forcément à long terme. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons souvent à la place des décideurs, des personnes qui ne peuvent pas, pour des raisons d'éducation, de background personnel, etc., avoir cette vision. Ils ne peuvent pas planifier. C'est des rapports de forces socio-politico-historico-diplomatiques qui font qu'ils sont là, mais ils ont cette incapacité à projeter l'avenir, à gérer la promotion de l'avenir, à gérer le travail sur le long terme. Et on n'a pas d'autre choix que de nous intégrer à l'économie mondiale. La semaine dernière, j'étais à 500 km de Bangui, dans mon village, à la frontière du Tchad. J'ai pris un véhicule pour arriver à Bangui. Le lendemain, j'ai pris l'avion d'Air France, j'étais à Paris. Et 2 jours après, j'ai pris Air France pour venir ici. Ça veut dire que nous sommes dans un monde unique. Nous n'avons pas le choix. On n'en est plus à s'interroger, est-ce que l'Afrique doit s'intégrer à l'économie mondiale ou non? L'Afrique est dans le monde. C'est le seul message que je voudrais vous dire. L'Afrique est dans le monde. Donc, nous voulons que ça se sache. Nous voulons que des institutions qui existent à la Banque mondiale, au FMI, en France, ailleurs, nous aident à nous intégrer de plus en plus et en luttant contre tous les murs qui se dressent volontairement ou involontairement pour empêcher cela parce que ça sert un certain nombre d'intérêts. Il faut nous aider à renforcer l'environnement économique, promouvoir des investissements privés, y compris, mais pas uniquement les investissements directs étrangers, parce qu'en Afrique même, il y a des ressources, il y a des fortunes. On parle des paradis fiscaux. Mais pourquoi on recherche des paradis fiscaux? Parce que peut-être les conditions dans lesquelles l'entrepreneuriat se développe ou doit se développer en Afrique ne permet pas aux Africains eux-mêmes d'investir. Donc, comme on dit chez nous, ta langue ne sort que là où ta dent est cassée. Donc, les gens cherchent là où ils peuvent aller en toute sécurité, donc investir. Il faut veiller à la stabilité monétaire. Le problème de la monnaie en Afrique est un problème crucial. Ça mérite même une journée de débat parce qu'on ne peut pas faire une économie africaine, on ne peut pas développer l'Afrique avec 54 monnaies, n'est-ce pas? 54 États, 54 monnaies, 54 frontières, 54 douanes. Ce n'est pas possible. Et il faut aider donc à cela. Il faut nous aider également à maîtriser le flux international de matières premières et les initiatives comme l'ITIE, comme d'autres initiatives encore sont à encourager parce que le problème que nous avons, c'est le problème du compte rendu. C'est-à-dire rendre compte au peuple des revenus tirés des ressources premières, des matières premières qui ne sont pas, comme vous le savez, non renouvelables, pour qu'il y ait des actifs qui compensent l'exploitation et la commercialisation de ces ressources. Et puis un État défaillant, c'est un État où règne l'économie informelle. Et l'économie informelle, par définition, c'est que chacun fait pour sa poche, pas pour l'État. Et donc, lutter contre l'économie informelle, c'est aider le plus grand nombre en Afrique. Et puis,
je le dis en tant qu'ancien Premier ministre, il y a des problèmes de gestion de l'aide internationale. L'aide internationale est politique. Elle n'est pas octroyée pour toujours résoudre des problèmes objectifs. Elle est parfois octroyée à la tête du client. Et ça, c'est un véritable problème, c'est un véritable débat. C'est pour ça qu'il faut trouver peut-être un mécanisme qui dépolitise l'aide publique internationale et qui l'arrime peut-être à des critères de performance des États qui reçoivent cette aide-là. Ça aussi, c'est un facteur de stabilité dans la programmation de développement, dans la mise en place de plans de développement, comme quelqu'un l'a dit hier. Et puis, je salue l'initiative de la Banque mondiale du LICUS, le Low Income Countries Under Stress, le LICUS, que j'ai eu à aider à mettre en place quand j'étais au gouvernement, et qui répond à des besoins essentiels. Et comme vous savez, M. Duquesne l'a dit, lorsque on arrive dans un pays pour l'assister, on va dans les régions les plus faciles, dans les endroits les plus accessibles. Et peut-être là où il y a les problèmes, c'est là où personne ne veut aller. Et le LICUS fait ce travail-là. Le LICUS va où personne ne veut aller, où il n'y a pas de rebondissement en termes de carrière ou de rebondissement médiatique lorsque vous y allez. Mais pourtant, c'est là où le problème se situe. Monsieur Ziguélé, c'est toujours difficile d'interrompre un formidable conteur. Mais nous avons des impératifs horaires, je vais vous demander de conclure. Si vous aviez un proverbe en réserve, je pense que tout le monde apprécierait. Non, il n'y a pas de proverbe en réserve. Je vais donc... je passe sur les actions stratégiques par rapport à l'actualité dans le nord de l'Afrique. Je pense que tout le monde se voit que lorsqu'on réagit tard, on est obligé de réagir fort et parfois violemment. Mais je conclus en disant que, quelle que soit la longueur de la nuit, c'est le premier président du Togo indépendant qui le disait, Sylvanus Olympio, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève toujours. Et ben voilà. Et j'espère que mon intervention vous aura permis de comprendre qu'il y a une Afrique qui marche et qui souhaite continuer à marcher. Merci. Et qui rappelle qu'elle fait partie du monde. Merci. Nous allons revenir à la question des États défaillants, plutôt d'ailleurs à la question de ceux qui ont choisi d'être défaillants pour en tirer parti. Je veux bien sûr parler, entre autres, des paradis fiscaux évoqués précédemment d'ailleurs dans son introduction par M. Blanquart. Pascal Saint-Amand, c'est votre sujet à l'OCDE. La consigne de concision devient impérative. Merci. Moi, je dois dire que j'ai deux bonnes raisons de ne pas être parmi vous. La première, c'est que j'ai appris par notre premier intervenant que j'avais aidé à violer la convention de l'OCDE, c'est terrible. Puis la seconde, c'est que je m'occupe d'États qui sont tous sauf défaillants, parce que les paradis fiscaux n'ont aucune des caractéristiques qui ont été énoncées par André Cartapanis au début. Ce sont des juridictions, des États aux institutions parfaitement solides, stables, avec une paix civile garantie. Ce sont des États de droit, et quand je dis États, d'ailleurs, je me trompe, parce que la plupart ne sont pas des États, mais des juridictions. Des juridictions parce que ce sont des territoires d'outre-mer, des Pays-Bas, du Royaume-Uni ou de la Chine, des régions spéciales administratives de la Chine pour Hong Kong et Macao. Et puis, vous avez enfin le fait que dans un État défaillant, j'ai cru comprendre, c'est une des caractéristiques, que le niveau de revenu est très faible. Le niveau de revenu des paradis fiscaux est très élevé. Je crois que les Bermudes battent le record avec 70 000 € par tête d'habitant. On est assez loin de la Somalie, me semble-t-il. Et donc, et pour finir, c'est des juridictions ou des États avec des guillemets, des micro-États. San Marino, Monaco, Andorre, je pourrais en citer quelques autres. La Suisse. Et pourtant, non, je ne cite toujours pas la Suisse, j'y reviendrai en conclusion à la Suisse. Et pourtant, ces juridictions-là sont comme des trous noirs de la mondialisation, comme on les appelle. On ne les appelle plus des paradis fiscaux. D'ailleurs, moi, je les appelle des membres. Ils sont membres de l'organisation qu'on appelle le Forum mondial. Donc, merci de ne pas me citer en disant que ce sont des paradis fiscaux. Ce sont des trous noirs de la mondialisation parce qu'ils ont été à la croisée de deux ou trois chemins. Le premier chemin, c'est évidemment la mondialisation avec la liberté de circulation des capitaux qui s'est généralisée.
notamment en partie pour financer les déficits des États. C'est-à-dire on voit qu'il y a une croissance très très grande de cette circulation des capitaux au moment où, dans les années 70, il faut financer massivement les déficits qui augmentent, déficits publics. En second lieu, la croisée, l'autre route, c'est la souveraineté des États. La fiscalité, elle est au cœur de la construction des États. Et Pierre Duquesne l'a dit, je crois que le niveau de prélèvement obligatoire est un bon indicateur de la solidité de l'État. Alors à partir d'un certain niveau, on peut peut-être aussi se poser des questions sur la qualité de gestion de l'État ou la bonne utilisation des deniers publics. Mais c'est historiquement, dès les XIIIe et XIVe siècles, la guerre de 100 ans et le financement, le consentement à l'impôt, la constitution des États généraux pour autoriser la levée de l'impôt, on est là au cœur de la construction des États, au cœur de la souveraineté des États, et c'est pourquoi les États n'abdiquent pas, même dans l'Union européenne, unanimité. Et on ne fait aucun progrès en fiscalité dans l'Union européenne parce que c'est l'unanimité. Pourquoi c'est l'unanimité? Parce que c'est le cœur de la souveraineté. Et donc vous avez d'un côté une mondialisation qui intervient, de l'autre côté un principe de souveraineté, et puis des États qui ont besoin de financer, et certains autres qui disent on est souverain, nous sommes des juridictions souveraines, et nous on ne taxe pas, et par ailleurs on ne coopère pas. On assure une parfaite opacité des gens qui viendront chez nous, et il y a plein de raisons, effectivement, de ne pas vouloir payer ces impôts dans l'État où on se trouve. Et il y a plein de raisons pour un État qui est un État de résidence de vouloir taxer les gens qui bénéficient des infrastructures publiques. Donc il y a un principe universellement reconnu qui est un État, il va taxer ses résidents sur leurs revenus mondiaux. Les résidents, ils vont essayer de planquer leurs revenus ailleurs que dans cet État. Et ils vont profiter de l'existence de juridictions opaques qui vont leur permettre de dissimuler de façon très simple leurs revenus. Alors on peut parler de la Suisse et de son secret bancaire, qui est bien connu. On peut parler d'exemples peut-être un peu moins connus. Je ne sais pas quel est le pourcentage d'investissement direct en Chine, mais il est supérieur à 10 ou 20%, qui vient de Samoa. Ce n'est pas de l'argent samoan, comme vous pouvez le deviner, ou des British Virgin Islands, les îles Vierges britanniques. 800 000 sociétés enregistrées aux îles Vierges britanniques. 450 000 d'entre elles sont actives, et presque toutes font des investissements directs en Chine. Je ne suis pas sûr que ce soit des locaux qui financent ces investissements directs en Chine. Et lorsque vous avez de la fraude fiscale, en fait, c'est un des symptômes d'une maladie qui est plus large et dont ne souffrent pas les paradis fiscaux qui vivent assez bien de ça, mais dont souffrent tous les autres États, les pays développés comme les pays en voie de développement, c'est la corruption. On disait qu'une caractéristique d'un État défaillant, c'est la corruption. Une des caractéristiques des paradis fiscaux, c'est de permettre les schémas de corruption. On va verser l'argent on va verser l'argent sur un compte offshore. Le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Donc tout ce qui va contribuer à rendre d'autres États défaillants, du fait de quoi? Du fait d'une absence de régulation volontaire de la part d'États qui sont des États de droit et où on a des institutions qui fonctionnent parfaitement bien. Et malgré ce paysage plutôt sombre, on a fait des progrès importants, notamment récemment. Alors, pendant des années, l'OCDE, à la suite du G7 à Lyon, sous l'initiative de Bill Clinton, qui avait besoin de financer à l'époque une réforme de la santé, il voyait que les multinationales américaines payaient assez peu d'impôts aux États-Unis, il a demandé à ses camarades européens de lancer un vaste programme de lutte contre les paradis fiscaux. Et l'OCDE s'y est attelé avec un rapport en 1998, une liste des paradis fiscaux en 2000. On a listé les petites juridictions, pas la Suisse. Et justement, les petites juridictions nous ont dit, quand j'allais les voir, vous êtes très gentil, M. Saint-Amand, on vous apprécie beaucoup, mais vous reviendrez nous voir quand la Suisse aura mis fin au secret bancaire, parce que si on bouge, l'argent, il va là-bas. Puis par ailleurs, il y a aussi le Luxembourg, puis il y a aussi Hong Kong, et puis il y a aussi Singapour. Et donc, pendant des années, on a discuté, on a parlé de coopération, et à peu près rien se passait. Et puis, les choses se sont accélérées à partir de 1998. Vous vous souviendrez peut-être que la lutte contre les paradis fiscaux, le renouvellement de la lutte contre les paradis fiscaux avec un glissement sémantique, et que le paradis fiscal, c'est plus seulement la petite île des Caraïbes, mais c'est aussi la Suisse, à cause de son secret bancaire, en tout cas dans le langage des politiques à partir de 1998, c'est le scandale du Liechtenstein. Les Allemands ont très bien fait les choses. Ils ont réveillé le président de la Deutsche Post à 6 h du matin parce qu'il avait planqué quelques millions d'euros dans un trust au Liechtenstein. Et puis la police allemande est arrivée à 6 h du matin avec toutes les télés allemandes. Et là, ça a lancé un grand scandale qui a marché parce que les politiques en avaient assez, qu'ils fussent de droite ou de gauche. Ils en avaient assez de voir l'argent partir à l'étranger, toujours, alors même qu'ils avaient diminué assez fortement l'impôt sur les successions, l'impôt sur la fortune ou les tranches marginales de l'impôt sur le revenu, ou voire l'impôt sur les sociétés. Et donc ce scandale fonctionne, et puis pour notre bien-être en tant que personne qui lutte contre les paradis fiscaux, hélas pour le mal-être de tous les autres, on a la crise financière qui intervient.
et le fait que le G20 va s'y intéresser. Et à partir de novembre 2008, au sommet de Washington du G20, qui est le premier sommet du G20, alors même qu'on est sous administration Bush, et on ne peut pas dire que l'administration Bush ait été une grande partisane de la lutte contre les paradis fiscaux, parce que de cette perspective-là, les impôts, c'est ce qui sert à financer l'État, et l'État, c'est pas forcément bien, le big government, c'est pas bien, donc l'impôt, c'est pas bien, et les paradis fiscaux sont bien parce qu'ils maintiennent une pression sur les États dépensiers pour qu'ils diminuent leurs dépenses. Eh bien, malgré le fait que cette réunion soit sous les administrations Bush, on a un paragraphe qui dit qu'il faut que les États mettent fin au secret bancaire. Et à partir de là, la machine va s'engager, et je dois avouer avoir contribué, pour ne pas dire avoir complètement fait, la liste des juridictions non coopératives qui a été publiée lors du second sommet du G20 à Londres, le 2 avril 2009, où l'OCDE a effectivement listé 4 de ses États membres, la Suisse, le Luxembourg, et moins connu la Belgique et l'Autriche. L'Autriche est assez bonne en matière de secret bancaire et s'abrite toujours derrière la Suisse. Et cet effet de liste a permis, je crois, de faire un progrès décisif. Alors, en général, personne ne me croit, donc je vous le dis, vous ne me croirez pas, vous partirez sans le croire, et pourtant c'est vrai. Je me bats aussi avec mon épouse pour la convaincre, et elle ne me croit toujours pas. On a fait des progrès absolument définitifs, me semble-t-il, parce que la pression des États-Unis dans l'affaire UBS, le retour du politique dans ce dossier, avec notamment les leaders du G20 qui s'y intéressent et qui, à chacun de leurs communiqués depuis Washington, font un paragraphe entier sur la lutte contre le secret bancaire. Plus la liste qui a été publiée par le secrétaire général de l'OCDE, et je peux vous dire que c'était très difficile à faire que de lister ses propres membres, plus une quarantaine d'autres juridictions, tout ceci a produit le résultat suivant. Premièrement, toutes les juridictions du monde ont accepté le principe qu'il fallait coopérer d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire échanger des renseignements. Premier point. Second point, toutes les juridictions du monde ont accepté qu'il fallait transcrire cet engagement par de l'échange effectif de renseignements en négociant des accords. Ça se passe par des conventions fiscales ou des accords d'échange de renseignements qui sont des traités. C'est de la diplomatie. Donc il faut négocier ça pour permettre l'échange de renseignements. Et puis en troisième lieu, on a mis en place un forum mondial sur l'échange de renseignements avec tous les pays de l'OCDE, il y en a 34, avec tous les pays du G20 qui ne sont pas membres de l'OCDE. La Chine est la première vice-présidente de ce forum mondial. L'Inde est le premier vice-président du groupe qui s'occupe de l'examen par les pairs. L'Afrique du Sud est là. Vous avez le Brésil aussi. Donc ils sont tous là, plus toutes les juridictions qui étaient dans la boucle. Et tous se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour s'assurer qu'on passe dans les faits ? Ce n'est pas le critère de la liste de l'OCDE qui était 12 conventions fiscales sont conclues et donc vous passez dans la liste blanche. Monaco avait été très facétieux. Ils avaient négocié avec Samoa, les Bahamas, Andorre, le Liechtenstein, le Luxembourg et quelques autres. On a été obligé de les mettre sur la liste blanche. Et donc pour répondre à ce type de facétie, on a mis en place un groupe d'examen par les pairs qui va permettre, et qui a d'ores et déjà permis de publier 35 rapports, et ce n'est pas des rapports pour des rapports, c'est des rapports pour identifier tous les progrès qui doivent être faits. Et pas en termes de négociation d'accord, mais d'existence de l'information. Il faut que dans un paradis fiscal, dans n'importe quelle juridiction, mais aussi dans les autres États, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et les autres, il faut qu'on sache qui est le propriétaire des sociétés, qui est le bénéficiaire des trusts. Il faut que l'administration fiscale ait accès à l'information. Il faut qu'il y ait des conventions fiscales avec tous les partenaires intéressés. Il faut que ces conventions fiscales soient bonnes et permettent effectivement l'échange de renseignements. Et les 101 pays membres du Forum mondial, car aujourd'hui on est 101 pays membres, se regardent les uns les autres. Et c'est assez rigolo de voir Singapour commenter la Suisse, ou la Suisse commenter les British Virgin Islands, ou les États-Unis se faire attaquer parce que si vous avez une single LLC au Delaware, eh ben, vous pouvez ne pas donner votre nom. Et donc vous pouvez faire du business offshore aux États-Unis. Eh bien, tout ce système d'examen par les pairs permet aujourd'hui d'identifier les défaillances, et les défaillances sérieuses, pas seulement si vous avez 12 accords d'échange de renseignements, et de surveiller que les pays les appliquent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les pays les appliquent. La Suisse, réticente pendant 2 siècles, a décidé de faire de l'échange de renseignements au standard. Et dans l'examen par les pairs, qui est déjà public, on a trouvé que la Suisse demandait le nom et l'adresse du contribuable pour donner de l'information bancaire. On a dit, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas demander le nom et l'adresse du contribuable. Ça, ce n'est pas possible. Et la Suisse a reconnu, à un niveau politique, après une petite crise politique en Suisse, qu'effectivement, ce n'était pas possible et la Suisse change. Donc, on est dans une logique qui me semble plutôt positive, à laquelle je vous invite à croire, en tout cas à regarder ce que l'on fait. Et puis, juste pour conclure, et c'est le dernier lien avec peut-être les États défaillants, en tout cas les pays en voie de développement, ce qui est très important, c'est que tout le monde bénéficie de ce mouvement, soit pas seulement la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et quelques autres. Les pays en voie de développement sont les premiers à souffrir de ça. Et ils sont les premiers à souffrir de ça parce qu'ils n'ont même pas en interne
l'existence de l'information. Ils ne savent pas quels sont les propriétaires des entreprises qui opèrent en Afrique ou en Amérique latine ou au centre de l'Asie. Et puis, ils n'ont pas accès à l'information. Et donc, ils ne peuvent pas asseoir leurs propres impôts. Et donc, aujourd'hui, nous faisons un partenariat avec la Banque mondiale pour que les pays en voie de développement adhèrent au Forum mondial, pas tellement en premier lieu pour avoir l'information de la Suisse, des BVI ou d'autres juridictions de ce type-là, mais déjà pour mettre en place un cadre qui leur permettra d'avoir un système fiscal sérieux, car je crois que l'avenir dans les 10 prochaines années pour les pays en voie de développement, c'est être capable d'asseoir les impôts, ce qui me semble être un pilier essentiel du state building. Et pour les élites, et pour les politiques et les gouvernements, de faire du reporting au peuple qui les a élus. Et donc, on a aujourd'hui un programme d'avoir 20 pays en voie de développement qui vont nous rejoindre d'ici la fin de l'année, et on continue ce travail de SAP, du secret bancaire, du secret fiduciaire, de lutte contre les trusts, qui fonctionne de façon moins médiatique que la liste de 2009, mais qui permet d'aller en profondeur dans cette lutte contre des États qui sont tout sauf défaillants. Merci Pascal Saint-Amand. C'est maintenant David Rothkopf qui va s'exprimer, peut-être d'ailleurs pour poursuivre le propos de M. Saint-Amand, les nouvelles exigences de régulation qui émergent à la faveur de la crise. Comment les lignes bougent-elles, vous qui êtes observateurs privilégiés de l'ensemble de notre problématique, État voyou ou État défaillant ou pas? S'il vous plaît, M. Rothkopf. Well, thank you, and I will not address that. But I appreciate the opportunity. I will try to keep my remarks quick. I will provide a bit of a break here by speaking in the lingua franca of failing states, English, the largest failing state at the moment. I'd also like to begin in perhaps a slightly controversial note and addressed the idea earlier that one should not evaluate failed states as though somehow they were good or bad. This is not natural science. We're not talking about the relative merits of whether or not a robin exists or a stream exists. States exist to advance the public good. If they don't, they're bad. And so therefore we need to make judgments about whether states are working. And whether they're not. Now, you know, you'd look for a metaphor for a failed state, and I can't think of a better one than a short panel with 10 speakers in a hot room before lunch. I mean, it is a panel within the definition of panels, but I don't think it serves the terms of the social contract that Rousseau noted exists between audiences and panelists. Now, with regard to states, we have to ask a question, do they have a right to fail? Does a sovereign state have the right to do whatever it wants to do within its borders? And if it does not, what do you do then? And I would say that, you know, we have to take this in a historical context, difficult in 5 minutes, but we only have 2,000 years, so I think I can do it. And in that regard, we sort of begin with a struggle thousands of years ago between theological power and sovereign power. And in a way, I'd like to put it in a way that we sort of went from discussing the sovereignty of theology to discussing the theology of sovereignty, which is the way that we view the world today. Although in my mind it is a bit of a close contest as to whether more crimes were committed in the name of theology or of sovereignty. That said, the power of the state has been overstated from the beginning of the idea of the nation state in around 1648. First of all states are failing to some degree. They fail to meet some characteristics or obligations or expectations. It's not either you're failed or not. It's more like, you know, heat or the absence of heat. It's a relative state. But throughout the course, since 1648, there have been a number of forces that have eroded the power of all states. So globalization has eroded the power of states to control borders. Financialization, securitization, plus globalization has eroded the power of the state to produce its own money.
The rule of law has paradoxically constrained the state in its ability to enforce its will randomly, and the development of technologies of mass destruction have made going to war very costly, and in fact only 17 or 20 countries really have the ability anymore to project power across borders. So we've come now to a world where we have 20 or 30 states that meet the traditional definition of states, and about 150 states that I would call semi-states, that they don't meet the traditional definition of states. And then you've got a new group of actors in here that I would call super citizens. There are about 2,000 companies in the world, for example, that have financial resources that exceed the 100 smallest states. And so those companies operating globally with those resources and their political resources and so forth are able to play on the global stage in a way that was unanticipated. And then, of course, down at the bottom of the totem pole, you have citizens who are trapped within or between some of these places. And this is compounded by the fact that in the global era, we lack, we've got a growth in a number of global threats, but we lack global governance mechanisms, possibly with a few exceptions to my left here, that enable us to deal with those global threats effectively. And so wherever there's a void, there's a failure, and wherever there's a failure, there's a potential problem. And we have to recognize that this means somebody's got to intervene in those places, or deterioration will occur, crimes will occur, and we have to ask ourselves, a tough question, which is, does the right of self-determination have an expiration date? Does a country have the ability to simply say, we determine we will be a country, but we will not solve the problems of disease within our borders, or poverty, or terrorist groups residing within our borders, or our own inability to take care of our people? And at what point, if that doesn't exist, does the rest of the world step in? And if the rest of the world must step in, via what mechanism does it do it justly? I think we can all, collectively agree that the proper mechanism is not to have the Bush administration of the United States government send a lot of troops there to solve somebody else's problem. But if you don't want big countries stepping in to solve the problems of failed states, who will? And how do we create those mechanisms? And the only way to do it is actually to cede sovereignty from nation states upward to supranational mechanisms that can actually step in and address these problems of failure. And this is not an abstraction. We talk about these things as though they are, but I was in the Clinton administration. I was responsible for the recovery of Haiti back then. You can hold your applause. We didn't do a good job back then. They haven't done a good job in the past year. And the reason is there's no government in Haiti. There's no mechanism to solve the problems of Haiti. The people are left victims, and nobody wants to say what has to be said, which is somebody's got to come in and set rules and say, no, we will spend our money. We will determine where it goes. And this violates our idea of sovereignty. But what's more important? The idea of sovereignty, or the individual rights of the people who are trapped within a failed mechanism. And that's a tough philosophical problem. And unfortunately, we live in an era, particularly in the United States, I'll admit it, but we live in an era in which we don't talk about political philosophy. We assume we know what our political philosophies are. And we live in a global era in which the old models, the model of nation states being the fundamental building blocks of global society created in 1648, or with the Treaty of Westphalia, doesn't apply anymore, because we have so few states, and we have all these semi-states, and we have these super citizens, and we have these new relationships, and we have these governance gaps caused by globalization. And so I think I've stayed within my 5 minutes, and I've only dealt with 400 years of history and several of the most important concepts of political philosophy that you will deal with all day. So for 4 or 5 minutes, that's pretty good. But we can perhaps over lunch, all of us meet individually and discuss that if we close a door, how do we open a window? In this particular case, the windows are already open and it's not helping.
I think the only thing that can help is for me to turn it to the next speaker. Merci beaucoup. J'ai retenu un chiffre dans ce que vous nous avez dit. 200 compagnies internationales ont aujourd'hui plus de moyens que les 100 États les plus pauvres. Jacques-Henri David, vous qui avez dirigé de grandes entreprises, c'est le thème de votre intervention. 2000. Comment on travaille? Pardon. 2000. 2000 compagnies, bien entendu, ont plus de moyens que les 100 États les plus pauvres du monde, ce qui effectivement donne une mesure du rapport de force. Comment on travaille quand on dirige une grande compagnie internationale avec les États défaillants? Alors, deux ou trois remarques peut-être sur cette question, puisque vous la posez, puis je voudrais utiliser dans mes 3 minutes ou 4 minutes, élargir un peu la question discutée jusqu'à maintenant. Si vous voulez, les multinationales qui effectivement ont des tailles significatives par rapport à des tailles d'États souverains, ont effectivement la capacité de localiser leurs activités financières, industrielles, de localiser leur régulation, je veux dire leurs sièges sociaux, dans des endroits où, alors, paradis fiscaux, on a évoqué tout à l'heure, mais ce n'est pas l'enfer, les paradis fiscaux, vous avez compris. Les paradis, entre guillemets, réglementaires. Là, pour le coup, il y a 2 catégories de paradis réglementaires. Il y a ceux qui sont très très bien régulés, où on sait exactement ce que l'on a comme droit, comme inquiétude éventuelle en cas de conflit, etc. Autrement dit, ça c'est le paradis réglementaire. Et puis il y a l'enfer réglementaire, c'est-à-dire beaucoup de pays où on va s'implanter parce que les ressources minérales sont là. On a évoqué tout à l'heure un certain nombre de pays africains, où on va s'implanter parce que les conditions financières, fiscales, etc., sont attrayantes, et où, par contre, on est en risque sur le plan réglementaire. Je pense que dans les pays défaillants, il ne faut pas oublier ces pays où la réglementation est particulièrement... La régulation, plutôt, je devrais dire, en termes clairs, est particulièrement défaillante. Mais je vais laisser Georges Terrier en dire un mot, puisque j'ai cru comprendre qu'il avait envie de parler de ces sujets-là. Alors, comme il doit me rester à peu près 1 minute et demie, c'est à peu près ça, je voudrais attirer l'attention sur un autre point. David Rothkopf a dit tout à l'heure que tous les États étaient plus ou moins défaillants. Eh bien, on est en train de regarder tous ensemble du côté de chez nos voisins africains, asiatiques, indiens, et les micro-États évoqués tout au long de la table ronde. Moi, je voudrais juste qu'on regarde aussi un tout petit peu chez nous. Parce que si on regarde chez nous, il y a quand même un exemple fabuleux d'État défaillant, ou d'État au pluriel ou au singulier défaillant, qui est la construction européenne, la construction de la zone euro, n'est-ce pas? On a fabriqué la zone euro il y a un certain nombre d'années, on s'est donné une monnaie commune. Par contre, les États qui ont adhéré, qui ont fabriqué la zone euro, ne se sont pas donné les moyens, et on le constate aujourd'hui, en définitive, de réguler cette zone euro convenablement. Le résultat, c'est la situation dans laquelle on se trouve avec la Grèce, avec le Portugal, avec un certain nombre d'États qui, en définitive, ne se sont pas montrés à la hauteur des engagements politiques, sociaux, économiques, financiers, monétaires, qu'ils avaient pris il y a une quinzaine d'années. Et donc, c'est une défaillance colossale, qui a un coût colossal pour nos économies occidentales. Pensez au désordre sur les taux d'intérêt en matière d'emprunt obligataire, 16%, 15%, 8%, etc. Si on était capable d'émettre des emprunts européens à quelques pourcents, 3%, 4%, 5%, mais quelle formidable manne financière pour l'ensemble des pays européens. On n'a pas été capable de le faire. Manifestement, il y a une défaillance aussi de l'État, entre guillemets, qui n'en est pas un, Europe. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes de fonctionnement. Il est clair qu'on a un déficit de régulation, d'existence, de souveraineté européenne. Autrement dit, je voulais juste, parce qu'on a
on a parlé uniquement, si je puis dire, de l'aspect traditionnel des États défaillants, les assimilant un peu aux États voyous, aux États exotiques, disons. Oui. Je pense que dans la notion d'État défaillant, si on veut vraiment traiter le sujet, mais là maintenant j'ai dépassé mes 2 minutes, il faudrait aussi traiter ce point-là. Voilà, mais je laisse un peu de temps Jacques-Henri David. à Georges Terrier, à Martin. Vous confiez votre micro à Georges Terrier et il va nous parler quelques minutes de peut-être les questions de régulation que vous souhaitez Oui, non, évoquer. il y a ici dans la salle quelques sceptiques de la régulation. Pourquoi Christian Stoffels disait hier soir, dans une aparté que nous avions eue, que nous assistions à un retournement du sens de l'histoire qui était en train de se faire ou qui s'était même déjà fait. Les sceptiques de la régulation, ils voient ce scepticisme dans la mesure d'une efficacité qui n'est pas encore démontrée. Et c'est normal, puisque la régulation est en fait la conséquence de la réactivité des États qui n'ont pas été défaillants sur ce point à la crise financière qu'ils ont vécue. Et les conséquences sont considérables. Si on veut bien regarder le sujet d'une manière déjà un peu académique, on s'aperçoit de la refonte des institutions en France, en Europe et dans le monde, dans le processus du G20 d'ailleurs, on l'a signalé tout à l'heure, mais surtout quant au contenu des règles de fond qui sont édictées de par le monde. Je rappellerai qu'il y a moins d'1 an, le Dodd-Frank Act aux États-Unis a été une révolution réglementaire dans un pays pourtant libéral, a créé une surchauffe normative. Alors Christian de Boissieu disait hier, je crois, que la régulation ne se mesurait pas à l'aune de la quantité mais de la qualité. C'est vrai et c'est faux, parce que la qualité, bien sûr, la quantité aussi. Et cette refonte sur le fond des règles de régulation montre que, et c'est la vertu, je crois, à ce stade de la régulation, sans en tirer encore toutes les conséquences au plan national ou international, c'est qu'il y a des constats que l'on fait et des questions qui se posent. Des constats que l'on fait, on s'aperçoit par exemple qu'en matière de produits dérivés, et Dieu sait s'ils font parler d'eux, les États-Unis ont fait une avancée considérable alors que l'Europe est à la traîne et la France également. C'est une conséquence de la mesure d'une régulation plus ou moins aboutie aux États-Unis et en France et en Europe. Une autre question qui se pose, c'est le problème de où va-t-on en matière de régulation. Et de ce point de vue-là, sans mesurer aujourd'hui l'efficacité, ça ne sera que dans quelques années qu'on le voit, on peut déjà tirer des modalités différentes. Le côté impératif américain est vertueux parce qu'il est rapide, il est efficace. En France notamment, toutes les mesures de soft law qu'on a essayé d'indiquer, d'instiller, se révèlent peu efficaces. Pourquoi ? Parce qu'elles doivent s'inscrire dans la confiance, dans la pédagogie, dans la durée. Et on n'a pas le temps. Donc la régulation, toute la régulation, oui, c'est une exemplarité, c'est vertueux, c'est un benchmark entre les États, c'est un benchmark entre les entreprises, c'est donc un process dynamique qui devrait tirer vers le haut la vie économique et le comportement des acteurs. Alors maintenant, un deuxième thème, si j'ai le temps. Non, vous ne l'avez pas. Écoutez, alors l'intervention, ce sera pour l'année prochaine. Le président Lorenzi vient de... Voilà, revenez. Non, le président Lorenzi vient de nous faire signe que nous étions déjà en retard. Je voulais remercier Martin Hirsch d'avoir patienté si longtemps dans cette touffeur pour finalement n'avoir que quelques minutes. Ah, la rébellion gronde au sein même du cercle et j'en suis moi-même fort heureux. Nous avions un quart d'heure de retard au départ, hein, nous sommes d'accord là-dessus. Martin, prenez votre aise. C'est gentil, je n'ai pas en abuser. Le sentiment que j'avais en écoutant les autres intervenants et en réfléchissant au thème, c'est que, à mes yeux, il y a un continuum entre les situations qui ont été décrites dans les pays les plus pauvres ou les pays dépourvus d'État et dans les pays les plus développés, les plus anciens ou avec les États les plus matures, entre les pays qui vont mal faute d'État et les pays qui vont mal avec des États dévoyés, ou entre les États voyous et les États dévoyés. Et je le vois, ce continuum et cette interdépendance, comme il y a un continuum et une interdépendance entre les questions de pauvreté dans les pays pauvres et de pauvreté dans les pays riches. Je le vois à la lumière de ce que je fais actuellement, c'est-à-dire à la fois travailler sur comment est-ce qu'on peut étendre le concept de protection sociale. Ce n'est pas importer les caisses d'allocation familiale et les URSSAF en Centrafrique. C'est comment est-ce qu'on peut avoir ces principes universels liés
aux besoins de développement des pays sur l'ensemble de la planète, et ce sur quoi je me bats depuis des années, qui est la question de la pauvreté dans les pays pauvres. Alors pourquoi ce continuum et cette interdépendance des problèmes ? Prenons la protection sociale dans les pays du Sud, sur lesquels il y a certains pays qui ont fait des progrès absolument extraordinaires, d'autres qui n'en ont pas fait, et des pays parmi les plus pauvres, qui ont aujourd'hui une assurance maladie qui correspond presque à la totalité de la population, et puis d'autres pays dans lesquels il y a une belle constitution qui prévoit l'accès à la santé, et quand on regarde, il y a 2% de la population, c'est-à-dire grosso modo les fonctionnaires et les employés des multinationales qui ont accès à cette santé. En même temps, on s'aperçoit que un pays comme l'Égypte a mis en place un fonds personnel de réserve de retraite, qui est l'argent avec lequel Moubarak est parti, d'à peu près 52 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. 52 milliards de dollars qui ont été prélevés sur l'économie d'un pays, qui sont dans les différents établissements financiers que certains ici dirigent, qui sont dans ces différents pays, et qui sont 2 fois plus que ce que la France a réussi à faire en 15 ans dans son fonds de réserve de retraite de mettre 20 millions d'euros. De 20 milliards d'euros. On a effectivement, dans la manière dont la corruption a prélevé dans ces différents pays, la preuve que si cet effort était remis au service d'un intérêt général, au service d'un intérêt de développement, au service d'un intérêt de lutte contre la pauvreté, au service d'un intérêt de solidarité, les moyens de transformer complètement les choses. Et si on transformait complètement les choses, ça serait aussi un moyen d'aider à sauver nos protections sociales chez nous, parce que nos protections sociales chez nous dépendent de cet écart considérable à la fois de coûts de main-d'œuvre et de coûts de protection dans les différents pays. Donc si on s'attaque à ces problèmes-là, on a une chance de sauver nos propres protections sociales, finalement, de ne pas les faire tomber vers le bas, comme on le disait dans une table ronde précédente, mais de les faire s'aligner plus vers le haut. Deuxième interdépendance, on voit qu'en réalité, la manière dont nous gérons mal les conflits d'intérêts dans nos pays a un lien avec ce qui se passe dans les pays qu'on a l'habitude de moquer ou de montrer du doigt, comme le disait l'ancien Premier ministre de Centrafrique. On le voit qu'il s'agisse de la manière dont on profite des villégiatures dans les pays du Sud, dans les liens qu'il y a entre les trafics d'armes et le financement de partis politiques, dans toute une série de choses comme ça. Il y a en réalité une complicité énorme des instances qui se considèrent comme les plus démocratiques et la quintessence de la démocratie par rapport à des pays qui, à la fois en matière de pratiques démocratiques et de corruption, ont effectivement des choses qui font, des pratiques qui font extrêmement de dégâts. Troisième idée, me semble-t-il, c'est que dans les défaillances ou dans les fautes de nos États et leur incapacité de répondre aux principales problématiques, je prends la problématique de la pauvreté dans nos pays, si on se projette dans les prochaines années, dont on peut se dire qu'a priori, ça ne sera pas des années où on pourra mettre plus de ressources publiques dans ces programmes, alors que les besoins seront énormes. Je vois Rosemarie Van Lerberg qui sait bien que les besoins du vieillissement seront énormes, les besoins de santé, les besoins de pauvreté, les besoins seront énormes dans l'ensemble des pays. On ne pourra pas y consacrer plus de ressources publiques. Il y a donc un scandale à gâcher les dépenses publiques qu'on met dans ces politiques. Et nos États sont comme des entreprises qui se seraient privées du département recherche et développement. Et qui diraient, je vais juste mettre des produits sur le marché, mais sans être passé par les laboratoires, sans être passé par les ingénieurs de recherche, sans être passé par tester le comportement des consommateurs, etc., et en balançant, loi après loi, milliard après milliard, des produits sur le marché au petit bonheur la chance, en attendant que la Cour des comptes vienne dire quelques années après que ces milliards n'ont servi à rien. Il n'y a aucune allusion à l'actualité la plus récente. Nous avons les moyens de pouvoir faire autrement. Il y a les moyens de tester par des programmes expérimentaux tenant compte du comportement des différents acteurs, qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui n'est pas efficace. Moi, je boue à chaque fois quand je vois qu'aujourd'hui, l'école, c'est devenu comme la Sécu sans mutuelle,
C'est-à-dire qu'on ne peut pas se sortir de l'école depuis la 6e jusqu'aux études de médecine sans passer par des cours privés supplémentaires, et qu'on n'a jamais testé les meilleurs moyens de mettre du soutien scolaire, qui soit à financement public en grande partie, éventuellement en financement privé, mais qui teste les moyens les plus efficaces d'aider les enfants les plus modestes à pouvoir s'en sortir sans être soumis à la double peine par rapport aux autres. Je vous, à chaque fois, qu'effectivement, on ne teste pas suffisamment les incitations au travail, les politiques d'insertion, de telle sorte qu'on puisse mettre l'argent là où il faut pour pouvoir aider les plus défavorisés à reprendre du travail sans multiplier à la fois d'un côté des subventions et des primes qui ne servent à rien et de l'autre des comportements des acteurs économiques qui font tourner ce que j'appelle la centrifugeuse, c'est-à-dire l'envoi à la périphérie de la société, celles et ceux qui ont juste une productivité au travail un tout petit peu plus faible que le seuil de productivité qu'on leur demande, et ceci à des coûts économiques et sociaux qui sont considérables. Donc il y a à mes yeux un continuum entre la défaillance des États, qu'il s'agisse de défaillance d'États par non-respect d'un certain nombre de règles de la communauté internationale sur les finances, ou que ce soit défaillance d'États qui n'en sont pas pourvus et qui ont le manque de l'ensemble de la mature sociale, et nos propres défauts, nos propres problèmes et nos propres travers. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment on peut mettre 2-3 coins là-dessus. Premier coin, rétablir les éléments de moteur de recherche et développement. C'est vrai au niveau français, mais c'est vrai au niveau européen. Pour rebondir sur ce que disait Jacques-Henri David, on a mis des objectifs pour 2020 de réduction de la pauvreté de 20 millions de pauvres en moins. On aura 20 millions de pauvres en plus si ça continue, entre ce qui se passe ailleurs. Et quand on voit les hautes autorités européennes, elles disent juste « j'ai besoin de quick win ». On ne peut pas avoir de quick win sur ces sujets-là. On peut avoir des politiques de fond qui tournent le dos à un certain nombre de politiques qui creusent effectivement et les inégalités et la pauvreté et l'inefficacité. Deuxième chose, je pense qu'il faut une politique résolue de lutte contre les conflits d'intérêts ici et là-bas pour pouvoir rétablir le fait que l'État puisse travailler au nom de l'intérêt général et qu'il ne soit pas, et je conclurai là-dessus, pris en tenaille finalement entre une dialectique entre le populisme et les groupes d'intérêt qui se nourrissent l'une l'autre. L'un des fruits du populisme, c'est quand les électeurs ou les gens constatent qu'effectivement un certain nombre de lois, de comportements, d'avantages fiscaux sont dictés par quelques groupes d'intérêts bien ciblés. Ils se réfugient dans le populisme. Le populisme nourrit le besoin de certains de pouvoir réavantager certains groupes d'intérêts pour pouvoir contrebalancer ce que j'allais dire, réclament ou revendiquent les indignations populaires. Et l'un plus l'autre fait quelque chose dans lequel l'État logique, l'État rationnel, l'État de l'intérêt général, y perd finalement sa place, son sens, et ça sera nous les perdants de cela. Merci. Je vous demande 1 minute ou 2 pour entendre André Cartapanis conclure avant d'aller effectivement au déjeuner où nous sommes attendus. Je vous rassure, je ne vais pas utiliser les 2 minutes. Je n'ai pas de fable comme notre ami Ziguélé en réserve. Je dirais simplement en 10 secondes qu'une des leçons qui me paraît se dégager, c'est que dans la compétition mondiale, le fait d'être face à des États faibles ou à des États défaillants n'est pas une opportunité, mais un risque pour l'ensemble de la globalisation. Merci.